majorité numérique arrive à grands pas. Allons-nous bientôt devoir nous identifier pour accéder à des réseaux sociaux? Et quand on parle d'identification, c'est-à-dire de fournir à des entreprises privées et étrangères des données extrêmement confidentielles. C'est la question à laquelle on va devoir répondre aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que, évidemment, entre le 15 juillet et le 15 août, il se passe toujours énormément de réformes. Et cette fois-ci, c'est la réforme sur la majorité numérique, l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, qui implique évidemment que chacun puisse s'identifier pour justifier qu'il a plus de 15 ans. Évidemment, cela pose énormément de problèmes sur les libertés fondamentales. On en avait parlé la semaine dernière. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner parce que nous, on ne prend pas de vacances. Et oui, les gardiens des libertés fondamentales sont toujours présents et veillent au grain. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Di Meglio, que vous avez déjà eu à plusieurs reprises sur notre chaîne YouTube. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à sa chaîne YouTube, Arnaud Di Meglio, avocat. Et dans quelques instants, il nous évoquera avec nous, dans une discussion ouverte, ce qu'il pense de ce projet de loi qui, pour l'instant, n'a pas encore été adopté. Restez bien jusqu'au bout de l'émission et sans plus attendre, c'est le moment de la réclame. Parce que défendre ses libertés fondamentales, ça ne doit pas simplement être des mots, ça doit aussi passer par des actions. Et parmi la première d'entre elles, prendre contact avec un avocat est indispensable. C'est pourquoi prendre contact avec mon cabinet est extrêmement simple. Vous pouvez vous rendre directement sur mon site internet et réserver un rendez-vous. On se retrouve de l'autre côté. Alors sans plus attendre, on corrige rapidement le tir. J'ai dit n'a pas encore été adopté, non, n'a pas encore été promulgué. Alors, la promulgation, c'est la condition essentielle pour qu'une loi devienne une loi. Avant, c'est de la poésie, c'est de la philosophie, mais en tout cas, ce n'est pas encore un texte contraignant. On est, si vous allez sur le site internet de Légifrance, viepublique.fr, vous verrez qu'on est encore au stade de la saisine du Conseil constitutionnel. Donc nous verrons bientôt si les 9 sages vont plus ou moins réformer ou rebooter cette loi qui a été votée. Mon cher Arnaud, qu'est-ce que tu en penses, toi? Déjà, il faut dire ce que contient cette proposition de loi qui a été adoptée, je pense. Donc en fait, l'article est très simple. Il nous dit que l'accès à un service de réseaux sociaux en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de 15 ans. Et ensuite, on a une petite exception pour les encyclopédies en ligne, etc. Mais voilà, il faut bien retenir le principe d'interdiction générale. En fait, pour les mineurs de 15 ans, ils ne peuvent plus accéder à un service de réseaux sociaux en ligne. Alors, est-ce que cette loi définit ce qu'on doit entendre par un réseau social? Non, elle renvoie en fait à une définition qui se retrouve dans la loi du 21 juin 2004. Donc, il y a un renvoi, mais on sait que sont visés TikTok, Instagram. Il y a des débats ensuite sur Snapchat, sur YouTube. Mais c'est vrai que... Oui, parce que YouTube, est-ce que c'est un réseau social? Alors, pour certaines fonctions, certains disent que oui. Par exemple, le fait de faire des shorts comme sur TikTok, ça crée comme un réseau social à la TikTok en réalité. Et donc, certains disent que oui, d'autres non. Donc, il y a des débats en plus là-dessus. Donc là, on ne sait pas encore si YouTube, par exemple, sera impacté Exactement. D'accord. Donc, on voit qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. D'ailleurs, on a un sondage qu'on est en train de lancer avec Gauthier pour savoir si demain, l'identification sur les réseaux sociaux advient. Est-ce que vous continuerez d'utiliser ces mêmes réseaux? Dites-nous en commentaire, parce que ça nous intéresse. On a envie de voir si, effectivement, ça va vraiment impacter le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux. Toi, t'en penses quoi, Arnaud? Tu seras encore présent sur ce site? Quand on voit le texte en lui-même, on voit qu'il n'est pas très dangereux dans le sens où il n'y a pas de sanction, il n'y a pas d'obligation de vérification. Donc, en réalité, c'est un texte qui pose juste une interdiction pour les mineurs. Alors, moi, je suis majeur, donc je ne serai pas impacté. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, il y a une interdiction, il n'y a pas de sanction. Il va y avoir un examen par le Conseil constitutionnel et on sait qu'il y a d'énormes risques pour ce texte parce qu'il empiète sur les libertés fondamentales et sur la liberté d'expression. Donc, il y a de fortes probabilités qu'il se fasse censurer. Tu penses que c'est fait exprès qu'il n'y ait pas de sanctions prévues dans le texte? Est-ce que c'était à la loi de prévoir ces sanctions? En fait, le texte prévoit pas de sanctions, effectivement, parce qu'il a été énormément raboté depuis qu'il a été déposé, parce qu'il y a eu l'avis du Conseil d'État, il y a eu l'avis circonstancié de la Commission européenne, et finalement, il a fallu raboter au fur et à mesure ce texte pour qu'il devienne ce qu'il est, c'est-à-dire presque comme une pétition de principe.
il est interdit pour les mineurs de 15 ans d'accéder aux réseaux sociaux. Mais voilà, on n'a pas grand-chose. Après, on sait que si c'est validé par le Conseil constitutionnel, ça va entrer en vigueur le 1er septembre prochain. 2026. Oui, le 1er septembre prochain, c'est ça, 2026. Voilà, mais après, en fait, on se rend compte que c'est un texte qui a eu du mal à accoucher parce que, en fait, la France est prise en étau entre, d'un côté, le Conseil d'État qui veille au respect des libertés fondamentales et de l'autre côté, l'Union européenne qui veille à ce que la France n'empiète pas sur le droit européen, notamment sur le règlement général sur la protection des données personnelles et sur le règlement DSA. Et au début, le texte, il était formulé comme une obligation pour les plateformes de vérifier finalement que les mineurs de moins de 15 ans s'inscrivent pas. Mais au fur et à mesure, on a déplacé cette obligation pour la faire peser sur les mineurs. C'est les mineurs qui sont débiteurs de cette obligation. Les mineurs ne doivent pas accéder à ces réseaux sociaux parce que, en fait, l'Union européenne nous a dit il ne faut pas créer de nouvelles obligations pour les plateformes, puisque ça relève du règlement DSA. D'accord, donc en fait, demain, si Facebook décide que, il n'y a pas de sanction particulière, mais simplement, il te demande d'indiquer à l'avance l'âge que tu as, en fait, il n'y a aucune obligation, aucune sanction. Alors, oui et non, parce qu'en même temps, le règlement DSA, dans l'article 28, il prévoit une obligation pour ces plateformes de protéger les mineurs. Donc, en réalité, si ces plateformes ne font rien, elles peuvent être sanctionnées au titre du règlement DSA. D'accord. Est-ce qu'elles peuvent mettre un système purement déclaratif, un peu comme ce qu'on avait sur... Non, alors ça, on sait que maintenant, ça ne vaut plus rien. Ça vaut plus rien. C'est-à-dire que même dans la loi française, sous l'article 227-24 du Code pénal, qui prévoit que c'est une infraction de diffuser des contenus violents ou pornographiques susceptibles d'être vus par des mineurs, il a été rajouté en 2020 un dernier alinéa pour dire que s'il y a la possibilité de déclarer qu'on a plus de 18 ans, ça, c'est insuffisant. Donc, en fait, l'effet déclaratif ne vaut plus rien. Voilà, ça ne vaut plus rien d'un point de vue juridique. Alors, les amis, si vous aimez ce type de contenu, évidemment, vous pouvez rejoindre la chaîne YouTube de Arnaud Di Meglio. Il est déjà intervenu à plusieurs reprises sur notre chaîne YouTube. Et vous voyez, c'est vraiment un intervenant de qualité qu'on a vraiment plaisir à recevoir. Pensez également à vous abonner. Plus de 50% d'entre vous n'êtes pas encore abonnés à la chaîne YouTube. Et c'est dommage parce que chaque semaine, on vous fait un flash info et on vous parle d'un sujet juridique qui concerne de très nombreux concitoyens. Alors dites-nous, pensez au sondage. Dites-nous si vous allez continuer d'utiliser les réseaux sociaux si jamais on vous demandait de vous identifier. Alors, j'ai compris, mon cher Arnaud, que les réseaux sociaux allaient devoir agir pour pouvoir donc nous authentifier. Est-ce qu'ils vont devoir mettre en œuvre les mêmes modalités que celles qui ont été mises en œuvre sur les sites pornographiques? C'est-à-dire qu'on a demandé à ce qu'il y ait des systèmes de sécurisation qui recueillent des documents d'identité. Moi, je sais que pour de très nombreux utilisateurs, effectivement, donner ces documents d'identité sur des plateformes privées, de surcroît étrangères, en vue d'utiliser un service pornographique, ce qui veut dire de récolter des données personnelles extrêmement sensibles, notamment les goûts, les couleurs, est-ce que tu penses qu'on va devoir instaurer un système assez similaire pour les réseaux sociaux? Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'obligation pour les plateformes de vérifier l'âge des mineurs. D'accord. Parce que ce n'est pas prévu. Alors, effectivement, il y a des projets. On sait que Van der Leyen a prévu à la rentrée de nous parler de possibles restrictions pour les plateformes par rapport aux mineurs. Donc, il y a des projets qui sont en cours. Il y a aussi le règlement sur le portefeuille numérique qui est en cours d'application. Et la France doit s'aligner, l'appliquer avant la fin de l'année. Donc, il y a tout un process qui est en cours d'élaboration, mais on ne sait pas encore qu'est-ce qui va être prévu par rapport aux mineurs et les réseaux sociaux. Par contre, pour les contenus à caractère pornographique, on sait quelle est la loi applicable. D'accord. Parce que ça, c'est rentré en vigueur, ça a été validé par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 16 juin dernier, et la France, donc, qui a prévu d'obliger les plateformes à vérifier l'âge entre majeurs et mineurs pour accéder à des sites pornographiques, cette loi, elle a été adoptée, promulguée, considérée comme conforme par la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc, il y a tout un référentiel que les plateformes doivent mettre en place, mais on sait que aussi les grands sites pornographiques qui sont édités notamment par la société Ailo, Pornhub, YouPorn,
ont décidé de quitter la France. Et en réalité, il y a des systèmes de contournement par VPN qui permettent d'y accéder. Mais la décision de ces éditeurs de sites pornographiques a été finalement d'arrêter de diffuser tout simplement ces contenus à destination de l'Union européenne, tout simplement pour éviter d'être sanctionnés au titre du règlement DSA. D'accord. Donc est-ce qu'on va avoir quelque chose d'assez similaire avec les réseaux sociaux? Est-ce que finalement on va avoir des réseaux sociaux purement français et la disparition des réseaux traditionnels tels qu'on connaît, Instagram, Facebook, peut-être YouTube? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une solution similaire? Alors, moi, je ne sais pas tellement vers quoi on va s'orienter parce que c'est très compliqué. En réalité, ce qu'on comprend, c'est que pour les sites pornographiques, la France a réussi à mettre un système de vérification d'âge, tout simplement parce que son texte est adossé à une infraction pénale, celle de l'article 227-24 du Code pénal, qui prévoit qu'il est interdit de diffuser des contenus à caractère violent ou pornographique susceptibles d'être vus par un mineur. D'accord. Donc là, on avait un texte pénal. Ce n'est pas le cas ici. Là, on avait un texte pénal. Alors que pour les réseaux sociaux, il n'y a pas d'infraction pour les mineurs d'accéder à un réseau social. Comme il n'y a pas d'infraction pour les plateformes d'offrir un service de réseau social à des mineurs. Donc, ça va être beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça qu'on est très sceptique sur la validité d'une telle interdiction qui est générale par rapport à une interdiction donc, pour des mineurs de 15 ans d'accéder à des réseaux sociaux, parce que là, ça concerne tous les réseaux sociaux, quel que soit leur contenu, qu'il soit pornographique ou non. C'est pour ça que plane une épée de Damoclès de censure sur cette loi qui a été adoptée, parce qu'on sait très bien qu'il y a un risque de censure sur le fondement de la liberté d'expression, de la vie privée, parce que ça paraît assez disproportionné, en fait, qu'on interdise de manière générale les réseaux sociaux aux mineurs de 15 ans. Voilà. Donc, en fait, on a deux choses qui sont différentes, et c'est difficile de dire, pour les réseaux sociaux, ça va se passer comme pour les sites pornographiques. Parce que c'est pas la même chose. Là, c'est pas une infraction pénale d'accéder à un réseau social, même lorsque vous avez moins de 15 ans. Alors, pensez, les amis, à vous abonner et surtout à répondre au sondage. C'est très curieux de voir le nombre de personnes qui risquent de disparaître des réseaux sociaux si demain on vous contraint à vous identifier avec des documents officiels, type carte d'identité, type permis de conduire. Alors, quel est le risque selon toi? Moi, j'ai évidemment mon avis, mais selon toi, quel est le risque d'une telle disposition législative? C'est quoi ce qui risque de nous arriver? Ce qui est important, c'est de bien voir qu'avec les sites pornographiques, en fait, il y a eu un avis de la CNIL et une délibération de l'ARCOM par rapport à un référentiel pour éviter justement qu'il y ait une sorte de surveillance qui s'effectue. En fait, ce référentiel, il crée un système de double anonymat de façon à ce que le fournisseur qui doit vérifier l'âge ne connaisse que l'âge de la personne et non pas son identité. Et de l'autre côté, celui qui va fournir l'âge ne connaît pas l'identité de la personne, ni le contenu auquel il va accéder. Donc en réalité, il y a la mise en place de systèmes techniques, des référentiels de vérification d'âge qui sont extrêmement sophistiqués pour éviter que justement on puisse savoir qui fait quoi. On vérifie là uniquement l'âge et non pas l'identité de la personne, ni du côté de celui qui va fournir l'âge, le contenu auquel il accède. Alors, est-ce que c'est vraiment réaliste aujourd'hui, à l'ère où l'État se fait braquer des données personnelles par millions dans tous les services publics, à l'ère où on est capable d'aller dérober des œuvres d'art dans le plus grand musée du monde? Est-ce que vraiment c'est réaliste de considérer que ces données personnelles ne seront jamais réunies entre les mains d'une seule et même personne? Alors moi, je comprends tout à fait ces craintes, parce qu'effectivement, la France a été soumise en fait à des violations de données qui sont assez impressionnantes et qui sont choquantes. Et donc, je comprends tout à fait ces inquiétudes. Après, on voit bien que le système, il est prévu justement pour une minimisation des données. Donc, je pense qu'entre des services administratifs qui sont mal protégés et un système référentiel qui est mis en place avec double anonymat, il y a peut-être un fossé et peut-être qu'il y aura une protection qui sera renforcée du fait justement de cette mauvaise expérience que l'État a eue. Et il faut espérer évidemment qu'il n'y aura pas de risque au niveau de la sécurité par rapport à ces données. Et voilà, donc après évidemment,
on sait très bien qu'il n'y a pas de risque zéro et que, en même temps, il faut l'accepter. Ok. Quel est l'autre risque? On a parlé tout à l'heure de liberté d'expression. Est-ce que tu penses que ça va justement avoir un impact sur la liberté d'expression? Et ma deuxième et dernière question, c'est pourquoi l'État fait ça? Alors, sur la liberté d'expression, c'est sûr que si le texte est validé, il va y avoir un effet d'atteinte à la liberté d'expression parce que les mineurs ne pourront plus se rendre sur les réseaux sociaux, communiquer, accéder à du contenu, etc. Et même s'il y a une vérification d'âge, il y a ce qu'on appelle le chilling effect, c'est-à-dire qu'il va y avoir un effet de refroidissement qui fait que les gens, du fait de la vérification d'âge, risquent de voir leur identité vérifiée et contrôlée, et donc un effet de repli. Ils vont s'auto-censurer. Voilà, exactement, un risque d'autocensure. Tout à fait. Tout à l'heure, je voyais justement des influenceurs qui expliquaient que suite à l'identification sur les réseaux sociaux, leur contenu risquait de disparaître. Est-ce que tu penses que c'est une crainte légitime de considérer que certains mouvements de pensée, certaines critiques, peut-être parfois un peu acerbes du gouvernement, non, parce que par l'intermédiaire des réseaux sociaux, pourraient disparaître. Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, là, ça supposerait que l'État puisse censurer des contenus. Pourtant, durant la crise sanitaire, on est d'accord, ça a été le cas. On a expliqué aux plateformes ce qu'elles devaient valider ou pas. Absolument. Mais alors, c'était sur le fondement de textes qui avaient été adoptés. Donc, je ne pense pas que ça pourrait... Non, mais c'est sûr qu'on a vécu des censures de contenu. Moi-même, j'ai défendu des éditeurs par rapport aux censures qu'ils avaient eues, et je défends encore, les procès sont en cours. Donc, évidemment, il y a un sujet, mais je crois que c'est un sujet qui est différent. C'est-à-dire que le fait pour les plateformes de supprimer des contenus sur le fondement de certains textes et même des obligations par rapport au règlement sur la désinformation, etc. Bon, c'est une chose. Mais de l'autre, par rapport à l'accès aux réseaux sociaux, c'est un autre sujet. Enfin, moi, je ne mélange pas les deux. D'accord. Donc toi, tu es plutôt, on va dire, tu es pas alarmiste sur le sujet de l'identification. Mais je ne suis pas dupe non plus. Ouais. Je ne suis pas dupe non plus. C'est-à-dire que j'évite d'être à la fois soit alarmiste, soit rassurant. Je pense qu'on est entre les deux. Moi, je suis prudent. Pour l'instant, j'observe comment les textes évoluent. Mais je sais qu'il y a des garde-fous, notamment de la CNIL, notamment de l'Union européenne. Là, c'est l'Union européenne qui freine la France et qui lui dit « Attention, ne va pas trop loin. Tu as le RGPD à respecter. Tu as le règlement DSA. » Donc, en fait, souvent, on dit « C'est l'Union européenne qui porte atteinte aux libertés fondamentales. » Mais non, là, pas du tout. C'est l'inverse. C'est l'Union européenne qui vient limiter les ardeurs, on va dire, de la France par rapport à une volonté d'interdire l'accès des mineurs à des réseaux sociaux. Est-ce que je suis désolé, je continue, on est encore un peu dans notre délire, on a encore 4-5 minutes. Pensez à vous abonner, les amis. Est-ce que tu penses que suite à l'adoption de ce texte, on pourrait avoir justement quelques décrets, quelques arrêtés qui pourraient prévoir des contraventions? Non, c'est absolument pas prévu par le texte, donc je ne le pense pas. Non, je ne vois pas de texte qui pourrait le prévoir. Et si un tel texte intervenait, pour toi, il n'y aurait pas de base légale avec la loi qui a été prise? Il n'y a pas de base légale, mais aussi, il faut savoir qu'il y a une sorte d'incohérence, on peut dire, avec ce qui est prévu dans le RGPD, parce qu'il y a déjà une majorité numérique qui est prévue dans le RGPD par rapport au traitement des données personnelles, avec une majorité prévue de 15 ans, avec la possibilité, en dessous des 15 ans, pour l'autorité parentale, d'autoriser les mineurs de consentir à l'inscription à un réseau social, par exemple. D'accord, donc les parents pourraient quand même autoriser les enfants... Voilà, exactement. Donc on voit qu'il y a aussi des incohérences, parce que là, cet article 6.9 qui est inséré donc, dans la loi du 21 juin 2004 ne prévoit pas ce mécanisme de limitation de l'interdiction. Alors que dans le RGPD, il est prévu que pour les mineurs de moins de 15 ans, avec le consentement de l'autorité parentale, il est possible de traiter ces données personnelles des mineurs. Donc on a aussi des problèmes d'articulation entre cette loi et le règlement général sur la protection des données personnelles. Alors si je résume bien, il n'y a pas de contravention pour un mineur d'aller s'inscrire sur un réseau social.
Il n'y a pas de texte sanctionnant un réseau social de ne pas prévoir un mécanisme d'authentification de l'âge des mineurs. Pas d'obligation de vérification d'âge. Alors, à quoi sert ce texte? Alors, ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est un texte qui permet pour la France de communiquer, de dire aussi qu'elle se soucie de protéger les mineurs, ce qui est tout à fait, on va le dire, nécessaire, de vouloir protéger les mineurs. C'est vrai qu'on voit bien que les mineurs sont exposés quand même à des contenus à caractère violent. Il ne faut pas être dupe non plus de la violence qu'il y a sur ces réseaux sociaux et les problèmes de cyberharcèlement et les problèmes de dépendance, etc. Donc c'est légitime de vouloir protéger les mineurs, mais d'un autre côté, on se rend compte que la France est peut-être un peu présomptueuse de vouloir réglementer sur ces sujets, alors que ça relève pour l'essentiel de l'Union européenne. Et est-ce que finalement, la conclusion ne serait pas la suivante? Est-ce que l'État n'est pas en train de se substituer finalement au rôle des parents? Parce que ce n'est pas plutôt à un parent d'expliquer à son enfant que de passer 8 heures par jour sur son téléphone, c'est problématique? Est-ce que ce n'est pas aux parents de dire s'ils donnent un téléphone portable avec toutes les fonctionnalités ou si au contraire, ils donnent un T3310 et puis ils considèrent qu'il ne peut passer que ses appels? Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui essaie de s'immiscer finalement dans la vie privée? C'est sûr qu'il ne faut pas que l'État se substitue aux parents. Il faut que c'est aux parents avant tout de limiter en fait l'utilisation et d'éduquer tout simplement les mineurs à l'utilisation de ces réseaux sociaux. Et effectivement, on a le sentiment quelque part que l'État, qui est déjà largement nounou, veuille élargir en fait sa volonté de materner encore effectivement nos mineurs. Non, il faut à un moment donné dire stop à l'État et de lui dire on a déjà assez de lois comme ça, on a assez d'interventionnisme, laissons aussi le pouvoir à l'autorité parentale d'établir des règles. Et c'est vrai que on est quand même habitué depuis un certain temps à un interventionnisme de l'État. Et c'est vrai que cette loi s'inscrit dans ce cadre d'une politique assez interventionniste. Ouais. Ce qui est assez tranchant avec le fait qu'ils sont assez inefficaces et qu'au contraire, ils nous ont plutôt plantés depuis un certain nombre de décennies. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, on va commenter notre sondage qu'on vient de faire. Donc, rester sur les réseaux sociaux ou ne pas rester sur les réseaux sociaux. Tel était le sondage. Vous êtes 15% à nous indiquer que oui, vous resterez malgré l'identification sur les réseaux sociaux. 60% à nous dire non, vous ne resterez pas sur ces réseaux sociaux. Il faudra donc qu'on trouve un autre endroit pour commencer à communiquer. Et 25% ne sait pas. Alors, merci pour ceux qui participez au sondage. Pensez évidemment à vous abonner. Pensez à partager le contenu. Et naturellement, Arnaud, tu es l'invité de cette émission. Est-ce que tu veux dire quelques mots pour conclure cette émission spéciale Flash Info? Oui, moi je pense pas, pour l'instant, il n'y a pas de vérification d'âge par rapport à l'accès aux réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans ce psychodrame. Ce que je veux dire, bien sûr qu'on a des craintes et des inquiétudes qui sont légitimes. Mais en même temps, quand on regarde les textes, comment on regarde, il y a des contre-pouvoirs qui sont très importants. Celui de l'Union européenne, celui de la CGE. L'Union européenne elle-même ne peut pas faire n'importe quoi. Elle est contrôlée par la CGE et par la Cour européenne des droits de l'homme. L'État lui-même, il a un contre-pouvoir avec la CNIL, par exemple, par rapport au référentiel, le double anonymat. Donc, je comprends ces inquiétudes. Mais en même temps, il faut rester assez rationnel et savoir qu'il y a des textes, des lois qui nous protègent par rapport à ce risque de surveillance généralisée. Bien sûr, je suis contre, moi, ce risque de surveillance généralisée, mais je suis aussi confiant dans la possibilité de venir limiter ce risque pour qu'on ait un droit équilibré qui respecte à la fois les mineurs, mais aussi qui nous protège, nous. Et si l'État ne respecte pas nos libertés fondamentales, vous pouvez donc compter sur nos serviteurs, ici présents, pour rappeler les obligations de l'État. C'est ça aussi, l'État de droit. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Arnaud ? Vous pouvez me retrouver sur mon site internet, Arnaud Di Meglio, et également sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir. Je n'ai pas autant d'abonnés que ceux de David. Je n'ai pas son talent. Mais voilà, écoutez, vous serez les bienvenus. Je cible essentiellement sur le droit du numérique et de la communication. Et vous êtes les bienvenus. Bon, merci à tous. Pensez à vous abonner, partager le contenu. Et on se retrouve dans quelques minutes pour notre émission Justice citoyenne. À très bientôt.